Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Bienvenue à votre émission Islam. Un hebdomadaire français tout récemment a titré cette phrase ô combien symbolique: les temps sont durs pour les musulmans. Ce constat, on le vérifie quasiment tous les jours, car il ne se passe pas une semaine sans que la chronique ne revienne sur cette thématique, sur la responsabilité des musulmans dans un certain nombre d'affaires. Alors, tenez-vous bien, récemment, on a encore d'une certaine façon accusé les musulmans d'avoir été à l'origine, écoutez bien, la pénurie des œufs, sous prétexte que le mois du Ramadan est un mois où les musulmans consomment beaucoup d'œufs. C'est dire à quel point la situation est dure pour les musulmans. Alors, que s'est-il passé? Que se passe-t-il précisément lorsqu'on parle des musulmans? Quel est l'inventaire qu'on peut faire d'abord de l'histoire des musulmans, notamment l'histoire récente de ces musulmans en terre française? C'est ce que nous allons voir avec mon invité, Franck Frégosi. Bonjour Franck Frégosi. Merci d'être notre invité. Vous êtes le spécialiste, un des grands spécialistes de l'islam de France. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous consacrez le clair de votre vie à travailler sur la thématique de l'islam de France. Des ouvrages, un des ouvrages qui paru en 2008, je crois, sur la question de la laïcité de l'islam. Et aujourd'hui, vous revenez avec un ouvrage ô combien, parlant, Gouverner l'islam en France aux éditions du Seuil. Alors, il y a presque, selon ce qu'on sait, ce qu'on entend, une obsession de la question islamique en France. À quoi ramenez-vous cette histoire un peu complexe des musulmans dans cette société française? Et je pense qu'il y a, vous l'avez dit, une obsession notamment d'une partie de la classe politique qui, me semble-t-il, plutôt que de se confronter souvent à des problèmes économiques, politiques, culturels, essaie de réintégrer systématiquement le fait musulman comme étant la seule variable explicative. Or, ce fait musulman, on ne le découvre pas d'aujourd'hui. Ça nous oblige à revenir effectivement à la période coloniale et notamment à cette période cruciale qui a été notamment la conquête de l'Algérie, où se pose déjà à l'époque, je dirais, cette question de la récurrence d'une référence à l'islam comme valeur explicative de tout ce qui se passe dans la société et surtout fondatrice dans l'attitude de l'État à l'égard du fait musulman. Il n'a eu de cesse de vouloir contrôler, réguler, parce que l'islam est souvent présenté comme alimentant des formes de tension. Et à l'époque coloniale, c'était la crainte de voir le mouvement national algérien s'emparer du culte. Et on voit qu'aujourd'hui, cette crainte, elle a évolué dans un autre contexte, qui n'est plus le contexte de la colonisation, mais avec la menace du djihadisme ou de l'islamisme radical, qui fait que j'ai l'impression que les temps ont changé, mais certaines obsessions perdurent. Mais on a l'impression qu'il y a aujourd'hui également une radicalisation de la société vis-à-vis du fait religieux musulman. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Alors, il y a en tout cas des formes d'inquiétude renforcées dans la société française aujourd'hui, et souvent alimentées parfois par un certain discours expert qui n'hésite pas à parler d'une islamisation de la France. Et rien d'étonnant que ce type de thématique pénètre quelque part la société, et alors qu'il faut apporter, me semble-t-il, des réponses concrètes à ceux qui s'inquiètent de la présence de l'islam par méconnaissance, par ignorance, l'arrivée d'un certain discours se réclamant de la science tend au contraire à considérer qu'il faut regarder l'islam avec méfiance, avec défiance, parce que quelque part, l'islam pourrait être une matrice de comportements extrêmes, radicaux. On peut dire que ça a commencé d'une certaine façon à partir de 1979, avec la révolution iranienne. Tout à fait. Mais elle va trouver un écho encore plus fort, disons même plus manifeste, à partir de cette affaire qu'on avait appelée la question du foulard islamique de 1989. Tout à fait. Il y a un glissement qui s'opère, ça vous l'avez rappelé, 1919, la révolution iranienne, l'attaque contre la grande mosquée de la Mecque, et puis ce thème va perdurer avec le développement dans les années 80 aussi, au Maghreb, des premières formes de contestation se réclamant d'un islam politique, et le voile, c'est comme si le voile cachait tout cela, comme si le voile était quelque part le révélateur d'un certain nombre de scories dans le meilleur des cas, mais souvent de menaces dont les musulmans seraient consciemment ou inconsciemment porteurs, et donc quelque part le voile que l'on souhaitait voir retiré des têtes des jeunes filles aurait révélé finalement la réalité d'une islamisation rampante de la société. Alors on est étonné tout de même que la France, qui est une terre traditionnellement, connaisseuse du monde musulman, d'abord pour la cohabitation conflictuelle pendant l'occupation de l'Algérie, mais au-delà même, il y avait donc un mouvement d'orientalistes, de Français, de grands intellectuels français qui ont connu de très près la question de l'islam, et pourtant on a l'impression qu'une amnésie frappe, l'intelligentsia française vis-à-vis de la question islamique. Est-ce que cette intelligentsia qui s'est un petit peu dérobée, est-ce qu'elle est responsable également de ce discours qui revient et qui redevient un discours islamophobe? Je crois qu'il faut être prudent. Il y a effectivement une grande tradition, qu'on appelle jadis orientaliste, dans les études sur l'islam en France, mais
certaines générations n'ont pas été renouvelées. Et aujourd'hui, l'une des difficultés que relèvent nos collègues des départements d'études arabes islamiques, c'est qu'il y a un problème de renouvellement. Il faut ouvrir des postes pour parvenir à recruter à nouveau des collègues qui puissent être capables d'appréhender l'islam et dans sa très grande diversité, à la fois dans ses fondements scripturaires, mais aussi dans ses modes d'expression sociale. Or, on a un peu trop tendance aujourd'hui à considérer que la lecture des textes suffit et que dès lors qu'on a pu identifier tel ou tel auteur se réclamant d'une lecture radicale de l'islam, ça suffit pour expliquer. Et donc, on occulte totalement les différentes manières d'être musulman comme de ne plus être musulman dans la société. Autrement dit, il faut, à mon avis, tenir compte aussi du poids des sciences sociales qui permettent d'appréhender l'islam dans son hétérogénéité. Alors que trop souvent, on a une lecture essentialisante et homogénéisante de ce qu'est ou devrait être l'islam. Certains spécialistes de l'islam, comme Olivier Roy, que vous connaissez évidemment, dont les publications sont aujourd'hui parmi les plus intéressantes sur cette question, interrogent et s'interrogent sur la responsabilité de la gauche intellectuelle française, très attachée à une forme de laïcité, qui serait donc un peu responsable de cette façon de voir les musulmans et l'islam comme si l'islam était un élément exogène. Est-ce que vous partagez cette... Vous avez raison d'évoquer que derrière ce débat, il y a tout le débat aussi de la crise de la laïcité. Où on voit aujourd'hui s'affronter des lectures différentes parfois au strict de la laïcité et une partie de la gauche dite républicaine ou républicaniste selon certains s'est emparée d'une vision exclusiviste de cette laïcité qui consiste à imaginer que la solution à tous les maux entre guillemets d'aujourd'hui serait l'éradication de toute expression religieuse dans l'espace public. Et donc principalement l'islam serait visé. Ce faisant, on a parfois une vision de la laïcité qui se résumerait à un catalogue d'interdits. Alors même que la laïcité, c'est le cadre qui rend possible la liberté d'expression, de conscience, croire ou ne pas croire, mais dans le respect des règles d'ordre public. Donc de ce point de vue-là, je rejoins Olivier Roy, sans de dire qu'une certaine compréhension de la laïcité peut expliquer ce raidissement et le fait qu'on ne mesure pas suffisamment l'image que cela donne aux musulmans en question, qui ont tendance à ne voir dans la laïcité que toute une série d'interdits, alors même que au cœur même de ce message, il y avait l'idée d'une forme d'émancipation et de liberté de pensée. Alors, est-ce qu'il y aurait, d'après vous, une responsabilité, ne serait-ce que minime, des musulmans eux-mêmes dans les tensions et dans la construction de cette anxiété française? Et je dirais que si on revient au thème de l'ouvrage en question, il y a aussi une part de responsabilité d'un certain nombre de responsables musulmans qui, depuis des décennies, négocient en permanence avec les pouvoirs publics, sans toujours être capables finalement de mettre en avant les intérêts communs de tous les fidèles dont ils sont supposés être les représentants. Je veux dire, par exemple, qu'on parle beaucoup des musulmans, de l'islam, mais on n'évoque pas forcément les besoins de base des fidèles. Oui. À chaque fois qu'on a pu voir les différentes étapes dans ce processus de gouvernement de l'islam, on observe qu'on a des présidents de fédérations, parfois directeurs de mosquées, qui sont plus soucieux de garder un contact privilégié avec le ministre que peut-être de mettre sur la table véritablement les attentes des fidèles dont ils sont supposés être quand même les porte-paroles. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir une forme de responsabilité dans une certaine difficulté à être capable de penser l'islam de façon, je dirais, sans tenir compte de l'esprit de chapelle ou des querelles de courant entre eux. Et donc le véritable défi, il est là. Est-ce que les acteurs de l'islam de France institutionnel ont pris la mesure de ce défi qui consiste finalement à penser l'islam dans le cadre, je dirais, de la République? Alors longtemps, les musulmans et l'islam est resté sans véritable représentativité, sans véritable présence d'un interlocuteur avec l'État. Dans votre ouvrage, vous traitez de la question de la gouvernance, plutôt les acteurs qui seront les interlocuteurs de l'État. Comment ces acteurs sont nés et quel a été le contexte de leur contribution, de leur intervention dans le champ religieux musulman français? Alors je dirais qu'il faut distinguer deux types d'acteurs. Il y a les acteurs étatiques publics, donc ceux du ministère de l'Intérieur, le Bureau central des cultes, aujourd'hui le Bureau de la laïcité, donc qui représentent les intérêts et le point de vue étatique. Et de l'autre, il y a toujours eu cette quête d'avoir des interlocuteurs qui pouvaient être considérés comme loyaux, j'allais dire fidèles au pouvoir public, et vous avez d'une part un certain nombre de fédérations nationales qui souvent représentent, qui ont souvent émergé dans les années 80 d'ailleurs, ces fédérations, hein, qui représentent à la fois parfois des intérêts d'États étrangers en lien avec des diasporas importantes en France. On peut parler de la diaspora algérienne, il y a la diaspora marocaine, puis depuis les années 80, la diaspora aussi turque, on ne peut pas l'oublier. Et puis vous avez d'autres courants, je pense à Musulmans de France, qui incarnent un courant transnational, une sensibilité religieuse plutôt conservatrice, et aussi, ne les oublions pas, les mosquées régionales, mais qui ont été pas forcément les acteurs qui ont été plus mis en avant. On privilégie plutôt des acteurs nationaux, des grandes fédérations, au détriment de ceux qui sont peut-être les
principales chevilles de l'organisation de l'islam en France, que sont les lieux de culte de proximité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam territorial. Alors, au commencement, dans les années 80, on avait assisté à l'émergence d'une volonté de restructurer ce champ religieux musulman, notamment sous la responsabilité de l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, qui avait donc, d'une certaine façon, donné lieu à la naissance du CORIF, qui est un organisme plutôt consultatif. Oui, et qui avait un intérêt, c'est qu'il était pluriel, collégial. Je crois que la grande qualité de Pierre Joxe, c'est d'avoir fait deux choses. D'une part, alors que tout le monde parlait déjà à l'époque de l'intégrisme musulman, pour ne pas dire l'islamisme, il avait voulu recentrer la question de l'islam sur la pratique d'une religion. Parce qu'on était dans des moments très chauds. Dans des moments très chauds, effervescents notamment au Maghreb, avec une agitation politique. Donc premier point, recentrer la question de l'islam sur la question du culte, de la religion, ce qui est un point de vue républicain. Et deuxièmement, surtout, prendre en considération la diversité des formes d'expression religieuse, sociale et culturelle de l'islam, d'où le CORIF, qui est un organe, vous l'avez dit, consultatif, mais qui représentait plusieurs sensibilités. Et c'est à mon avis un point de vue marquant, à tel point que je veux dire qu'il est resté dans la longue durée historique, puisque cette idée sera reprise bien plus tard par Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'il lancera l'Istichara. Justement, Jean-Pierre Chevènement va transformer un peu l'essai pour pouvoir enfin poser des vraies questions à travers un manifeste qu'on a appelé à l'époque l'Istichara, la consultation, où il va réunir tous les acteurs sur un projet. Jean-Pierre Chevènement sera, pour vous, le vrai fondateur d'une tentative d'organiser l'islam de France? En tout cas, il a essayé de concrétiser, de tirer des leçons des échecs de ses prédécesseurs, mais tout en gardant à l'esprit que, selon la formule consacrée, la République carrera ceux qui vont bien se présenter à elle. Alors, il faut nuancer en disant qu'il y avait quand même un texte préalable qui devait ratifier toutes les composantes, mais il y avait l'idée de dire on ne peut rien décider sans les principaux concernés. À l'époque, c'était essentiellement des fédérations, des mosquées régionales et quelques individus intellectuels. Mais l'idée était un travail en commun, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes de travail entre l'administration et les acteurs de l'islam de France. Ça devait aboutir au Conseil français du culte musulman, mais auquel le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, va faire un autre sort, puisque finalement, il se servira de l'enveloppe, sans doute en l'investissant de manière un peu différente. Il y a un fait historique, je crois qu'on peut aujourd'hui le dire, c'est que ce manifeste qu'on a appelé la consultation Istichara comportait un certain nombre d'éléments rédactionnels, dont un qui était particulièrement sensible, c'était la définition de la communauté musulmane comme une communauté ouverte, mais dont le musulman avait le droit de la quitter. Et c'est là où l'IOIF avait donc posé comme condition de la supprimer de ce texte, sinon ils ne continuent pas leur contribution. Et Jean-Pierre Chevènement a cédé en disant « c'est la raison d'État, la raison de la République qui m'a obligé à retirer ». C'est un événement important. Oui, parce que le texte, en fait, faisait valoir que les musulmans devaient reconnaître le principe de la liberté de conscience, et notamment celui de changer de religion. Exactement. Alors, il y a eu un débat, y compris juridique. Dès lors qu'on reconnaît la liberté de conscience, on inclut dedans le fait de pouvoir sortir. C'est vrai que dans l'équipe du ministre à l'époque, certains ont voulu mettre l'accent un peu plus sur cela. Il y a eu des consultations et ensuite, on a estimé que la formule pouvait être évacuée. Mais toujours est-il que pour certains, ça a été un élément marquant. Et c'est vrai que ça a été aussi un des éléments qui a permis à certaines fédérations qui jusque-là se n'ont pas dit sens d'intégrer ce dispositif qui a été fondateur, le moins qu'on puisse dire, puisque c'est à partir de là que vont se nouer les premières tractations, les groupes de travail qui vont donner ensuite au CFCM, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié tout ce débat-là. Alors, certains parlaient, et continuent à parler, d'un islam consulaire, c'est-à-dire un islam qui serait téléguidé par des États extérieurs, sachant que la réalité est beaucoup plus complexe que ça, et que les acteurs français peser beaucoup plus lourd dans la balance que les États étrangers. Est-ce que ce n'est pas forcément quelque chose, c'est un peu les consulats qui cachaient la forêt de la complexité? Alors, vous avez raison, néanmoins, les consulats ont été des acteurs majeurs, en tout cas les ambassades, puisque quand on parlait d'acteurs publics tout à l'heure, il y avait des États musulmans qui étaient aussi impliqués dans ces tractations. Il faut se rappeler que lorsque Nicolas Sarkozy donne son blanc-seing pour le futur CFCM, il convoque quand même les ambassadeurs algériens, marocains et turcs, comme si quelque part, y compris dans la tête de certains de nos responsables politiques, ils peinaient à imaginer un islam de France qui soit totalement autonome intellectuellement et financièrement. Donc, oui, il y a une présence d'États étrangers qui veulent garder un droit de contrôle. Pour autant, on ne peut pas, je dirais, exagérer leur influence. Il y a aussi une réalité d'un islam de France qui cherche certes ses références, mais qui existe. Et c'est là tout le débat. C'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser le regard sur la présence d'États étrangers, qui existent toujours, qui n'a pas disparu, mais en oubliant qu'il y a d'autres acteurs, effectivement, de l'islam de France qui sont là présents au quotidien, avec lesquels
il faut aussi il faut pouvoir travailler. Ce qu'on n'a pas constaté à l'époque, en tout cas ce qui n'a pas été vu, c'est que le corps musulman français, c'est-à-dire les citoyens français, c'est-à-dire les acteurs français, eux aussi ont changé, ont évolué, ils ont muté. Et ils commencent à rentrer dans le champ de la négociation en tant qu'acteurs français. Est-ce que cela a été suffisamment souligné? Est-ce que cela a été suffisamment pris en compte? Alors, c'est un vrai défi, c'est-à-dire que dans les formes de gouvernance contemporaine de l'islam, il y a de plus en plus cette idée, qui me paraît intéressante, que l'État ne peut pas décider à la place des principaux conseils. Donc, toujours des quêtes de partenariat. Dans un premier temps, on a cherché à dialoguer avec les fédérations nationales. Puis, on se rend compte que les fédérations nationales, ça représente qu'une partie de l'islam de France. Il y a aussi des mosquées régionales. La mosquée de Lyon, des grandes mosquées sur Marseille, sur Bordeaux, qui existent, ou à Mantes-la-Jolie, qui font partie de ce dispositif. Et puis, il y a d'autres structures locales, des associations de proximité, qui n'ont jamais voix au chapitre. Donc, je pense qu'autant on a voulu donner beaucoup la parole aux acteurs pyramidaux que sont les fédérations, et on a un petit peu oublié les acteurs de proximité. Alors c'est ce qu'a tenté de faire in extremis Gérald Darmanin quand il a voulu créer le FORIF, le Forum de l'Islam de France. L'idée est intéressante, donner la parole à l'islam des territoires. Seul problème, c'est que l'islam des territoires, on n'en connaît pas bien les contours, et surtout le ministre s'est bien donné de dire sur quels critères sont choisis ceux qui participent aujourd'hui aux discussions avec les responsables publics. Alors il y a un thème qui reste un peu dans l'angle mort, la question du concordat. Pourquoi la question du concordat ne se pose pas, disons, dans la prise en compte de la demande musulmane? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Concordat, c'est un traité de droit international qui régit le rapport entre l'État et l'État français et l'État du Vatican. Puis, il y a des articles organiques qui concernent le culte catholique, protestant et juif. La situation en Alsace, c'est que, certes, il n'y a pas d'accord officiel, autrement dit, il n'y a pas de traité de droit international. Néanmoins, localement, il faut reconnaître que la flexibilité du droit local permet, par exemple, aux acteurs de l'islam en Moselle et en Alsace, de pouvoir recevoir des subventions publiques lorsqu'ils veulent construire un lieu de culte. C'est à titre volontaire de la part de l'État. Donc il y a quand même des pistes. Mais bien sûr, ce schéma, on n'a jamais envisagé de le transposer. Encore qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis dans mon livre, il y a une mentalité gallicane qui tente à se mettre en place au niveau du ministère intérieur, mais dans le sens uniquement pour contrôler l'islam. Parce que quand Bonaparte a mis en place ce système, certes, il contrôlait, mais moi, il donnait en compensation du financement. Là, il n'y a pas de financement, c'est avant tout un renforcement du contrôle sur l'expression religieuse. C'est ce que la loi CPR, confortant les principes de la République, tente à montrer. Et plus largement, il y a même un texte que je cite de Gérald Darmanin, alors maire, qui dit qu'il faudrait aller vers un concordat avec l'islam, mais qui énumère surtout des obligations, et on ne voit pas beaucoup où sont les droits. Et j'ai noté que M. Édouard Philippe lui-même aussi a évoqué l'hypothèse de mettre en place un concordat, mais tout ça est dit de manière très, très nuancée, parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas du tout dans le cadre du droit général, mais il y a quand même des velléités de renforcer le contrôle sur les religions, et notamment sur l'islam, et sans pour autant réfléchir à la contrepartie éventuelle d'un financement public. Les musulmans souhaitaient que leur progéniture soit socialisée dans des valeurs centrales, morales de cette religion. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à pouvoir accepter, disons, l'école musulmane comme une institution normale. Pourquoi ? Écoutez, vous avez mis le doigt sur un sujet extrêmement douloureux. Il y a plusieurs écoles qui avaient obtenu finalement un contrat avec l'État. Or, aujourd'hui, certaines d'entre elles sont en train d'être fermées systématiquement. Précisément peut-être parce qu'il y a une évolution de l'administration qui est de plus en plus tatillonne, mais elle est surtout tatillonne envers les écoles privées musulmanes, moins envers d'autres écoles confessionnelles. Et donc là, ce que vous me donnez droit, c'est qu'il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une sorte de réorientation dans la face du référentiel, la façon d'apprendre l'islam. On est en train tellement de penser un islam sur mesure qu'on veut totalement l'épurer de toute référence qui peut être débattue. Et ce faisant aujourd'hui, ce qui peut être inquiétant pour les citoyens de confession musulmane qui ont les moyens de scolariser leurs enfants dans le privé, c'est qu'ils auront de moins en moins l'opportunité de le faire. Parce que quand je vois le nombre d'établissements fermés, même si certains tribunaux ont pu déclarer qu'il fallait réouvrir, notamment à Averroès, il y a quand même une dynamique aujourd'hui. On sent qu'on veut absolument réduire la possibilité qu'avaient les citoyens de confession musulmane de pouvoir avoir des écoles sous contrat. Je parle d'écoles sous contrat. Donc il y a vraiment une inquiétude. C'est là où peut-être on sent la prégnance de tout un discours autour de l'islamisme ou du sécessionnisme de l'islam, dont on pense que les écoles pourraient être des caisses d'amplification. Alors tout se passe comme si cette religion n'est toujours pas inscrite dans les têtes, dans ce qu'on appelle le roman national français. C'est beaucoup plus compliqué pour les musulmans aujourd'hui d'être citoyens sans bénéficier de toute la citoyenneté. Alors, vous soulevez un vrai problème que moi j'évoque, effectivement, c'est de dire qu'on a l'impression qu'on en demande toujours un peu plus aux musulmans.
comme si on rajoutait à chaque fois dans le contrat une clause supplémentaire. Et cela peut avoir un effet, je dirais, indésirable, c'est que des citoyens français de confession musulmane qui sont nés en France ont l'impression qu'on les regarde comme ne faisant d'être pas totalement partie prenante de la société. Un ministre ne veut pas assister à une rupture du jeûne, il invoque la laïcité, alors que tous ses prédécesseurs, toutes tendances politiques y sont allés. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête des gens, dire que parce que vous êtes musulman, vous ne serez pas traité sur le même pied d'égalité que des citoyens de confession juive, libres penseurs, athées, catholiques ou protestants. Donc là, il y a vraiment une responsabilité de nos élites politiques de prendre conscience que les musulmans sont partie prenante de la République et de la société, que si on continue comme ça, qu'on ne s'étonne pas que certains individus fragilisés ou autres souhaitent finalement rejeter l'ensemble du système. Un autre paradoxe, c'est que depuis une vingtaine d'années, nous assistons à l'émergence d'une vraie élite d'origine musulmane, citoyens français d'origine musulmane, mais aussi des recteurs de mosquées, la mosquée de Paris, la mosquée de Bordeaux, des personnalités qui figurent parmi les intellectuels les plus brillants, des ministres même. Et pourtant, on a l'impression que tout cela ne compte pas, ou en tout cas compte peu, dans l'économie générale de cet islam français qui a du mal à l'être vraiment. Oui, ou en tout cas dans le regard d'un certain nombre de responsables publics, j'ai vraiment l'impression que on remet en cause même la visibilité du fait musulman, fût-il le plus banal. Et je pense que, bien sûr, il y a eu des polémiques sur le voile ou des choses beaucoup plus graves encore. On parlera des accusations des attentats, mais en quoi cela remet en cause la présence des musulmans et leur intégration? Qu'il faille débattre de points d'ajustement. Mais les musulmans sont les premiers à l'admettre. Ils admettent qu'il faut reformuler sans doute certaines expressions de l'islam en tenant compte de l'environnement. Mais il y a quand même un climat un peu anxiogène dans notre pays, qui tente à faire des assimilations un peu grossières, où entre le simple musulman lambda qui est pieux se voit suspecté de, quelque part en priant, il a peut-être dans la tête un projet visant à islamiser la société, voire même pire peut-être, à établir une théocratie califale. Ce type de raisonnement qui frise un petit peu tout de même le complotisme met mal à l'aise les musulmans d'abord eux-mêmes, parce que quelque part on leur dénie d'avoir une forme d'expression paisible de ce qu'est leur religion, qu'ensuite ils cherchent des adaptations, mais ça me paraît évident. Toutes les religions sont passées par ce stade-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le contexte international aussi contribue à accroître finalement ce regard un peu dépréciatif vis-à-vis de l'islam. Dans la trajectoire et dans l'histoire de l'islam et des musulmans de France, le mois de mai 2003 a été un moment important, c'est-à-dire la création, la naissance du Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui manifestement réunissait l'ensemble des acteurs, en tout cas les principaux, qui sont présents sur la scène musulmane française. Ce Conseil français de culte musulman qui continue à exister, mais il semblerait qu'il est plutôt maintenant quasiment en extinction. Disons qu'il n'est plus reconnu depuis quelque temps par le ministère de l'Intérieur comme l'interlocuteur officiel. Je pense que le CFCM, quelque part lui-même, n'a pas forcément toujours fait preuve, il a duré pendant 20 ans, de son efficacité. Pourquoi? Parce que très vite, les acteurs qui y sont rentrés, certains à reculons, comme la Grande Mosquée de Paris, ont tout fait pour essayer, je dirais, d'empêcher finalement cette mutualisation des compétences et des savoirs. Et chacun a joué un petit peu son agenda personnel, ce qui fait que de l'intérieur, il était miné. En plus, il y avait un problème de représentativité par rapport aux fidèles. Les fidèles n'ont jamais participé à l'élection directe. Alors la seule réforme qu'il y a eu, qui était dans les années 2020, c'est de rendre possible un rééquilibrage entre les personnes cooptées et les personnes élues, sauf que c'est les cooptés qui l'ont porté, ce qui fait que cet organe qui était supposé représenter le culte musulman, représentait surtout une élite ou des acteurs dont je me permets de dire parfois à l'ego un peu surdimensionné. Ajouté à cela, le ministère souhaitait en faire un organe qui puisse cadrer l'expression de l'islam. Or, manifestement, le compte n'y était pas. Et le ministère a décidé de tourner la page, alors que c'est quand même lui qui a voulu la création du CFCM, qui a créé les conditions pour que celui-ci émerge. Alors aujourd'hui, il existe toujours, et j'ai même... Paradoxe intéressant, le CFCM, on ne l'entend jamais autant qu'aujourd'hui, où régulièrement, il rappelle alors les pouvoirs publics sur des paroles non tenues, sur des politiques mises en œuvre visant à stigmatiser les musulmans. Il est comme s'il avait une seconde jeunesse, mais il n'est plus l'organe officiel avec lequel les pouvoirs publics entendent discuter de l'islam en France. Il y a un dialogue islamo-chrétien qui ne s'est jamais interrompu. Et cela nous permet d'abord de rendre hommage au pape François, qui nous a quittés, qui était un partisan de ce dialogue islamo-chrétien. En quoi ce dialogue islamo-chrétien pourrait être, disons, une base, de relancer la cohabitation et la reconnaissance de cet islam de France dans la communauté nationale? Je dirais que
D'abord, souvent, lorsque ce dialogue s'enracine au niveau local. On le voit dans différentes structures associatives, c'est souvent la proximité, le fait que les gens habitent la même ville, voire les mêmes quartiers, qui permet de, je dirais, de mettre la sourdine à toutes les crispations. Et donc, c'est plutôt, je dirais, au-delà, c'est pas tellement le dialogue des théologies, mais c'est le dialogue des acteurs et des expériences religieuses. Et ça me paraît un élément important. Et vous l'avez rappelé, le pape François a notamment été, comme son prédécesseur, d'ailleurs, sensible à cette question de mettre en place des forums entre catholiques et musulmans. Et souvent, en parlant des questions de proximité, et je pense qu'on oublie souvent que le niveau local est souvent beaucoup plus déterminant que les grandes rencontres internationales, mais puisque vous avez salué effectivement cet épisode-là, il faut se rappeler effectivement qu'il y a une grande tradition érudite de chrétiens, de catholiques, de protestants, par rapport à l'islam, qui est peut-être encore trop méconnue, mais surtout, mettons aussi en avant le fait que des personnes se rencontrent. Par-delà les discussions théologiques, c'est souvent dans ces rencontres, ces interfaces, que l'on peut peut-être poser les jalons d'une meilleure compréhension entre les acteurs. Et pourtant, les chrétiens, et notamment en France, ils étaient les premiers dès les années 70, années 80, à prêter quasiment des églises pour permettre aux musulmans de prier. Oui, vous avez raison. Et je pense que cette histoire-là doit être aujourd'hui rappelée, voire même remobilisée, pour rappeler que l'entente est parfaite. Disons qu'il y a eu dans beaucoup de régions, en Alsace, mais aussi en région lyonnaise ou ailleurs, des lieux de culte désaffectés ou des lieux de culte qui ont été prêtés. Mais je crois que les musulmans locaux s'en souviennent. Je me rappelle avoir vu des traces écrites où certains faisaient valoir que c'est grâce à telle ou telle communauté qu'ils ont pu dans un premier temps se réunir avant de pouvoir acquérir leur propre bâtiment. Mais c'est un élément important qu'il faut pouvoir mobiliser. D'ailleurs, j'observe que c'est souvent une des discussions avec les pouvoirs publics, c'est comment redynamiser le dialogue interreligieux, même si c'est un côté paradoxal de voir l'État laïque se préoccuper du dialogue interreligieux, alors que c'est pas son champ de compétences, mais néanmoins, pour reconnaître que cette dimension-là, il faut sans doute un peu plus la promouvoir. Tout compte fait, on a dressé un tableau évidemment exhaustif, pas totalement détaillé, mais qui montre à l'évidence que la réalité française est complexe. Elle ne peut pas être réduite à son expression négative, mais le champ du possible en France est quelque chose qui s'ouvre, à votre avis. Quelles sont les perspectives aujourd'hui de cette présente visibilité, de cette légitimité du fait religieux musulman dans la nation française? Et notamment sur les questions de gouvernance. Jusqu'à présent, on n'a jamais imaginé donner la parole aux principaux concernés que sont les musulmans. Et je pense que s'il y a un chantier à mettre en œuvre, c'est prendre en compte les attentes des fidèles. Ne pas simplement se contenter des paroles des présidents de fédération, mais par exemple, pour une gouvernance plus effective, imaginez, comme c'est le cas chez les protestants, chez les juifs, qu'ils puissent avoir la parole lors d'élections locales. Or, j'observe que c'est un débat qui réunirait tout le monde, puisque même aujourd'hui dans le monde catholique, on discute beaucoup de synodalité, comment les fidèles peuvent être associés à une église qui est pourtant pyramidale. Ben voilà peut-être un terrain d'espérance, et j'observe moi sur le terrain combien les acteurs locaux de l'islam sont sensibles à cette dimension-là. Et la jeunesse musulmane peut-être? Et la jeunesse aussi, parce qu'elle veut se faire entendre aussi, et ne pas se sentir toujours subordonnés à deux, certes vénérables, qui ont eu leur responsabilité, mais qui parfois ont du mal à partager la représentativité. Merci Franck Frégosi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'islam de France, et vous publiez tout récemment ce livre « Gouverner l'islam en France » aux éditions du Seuil. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, car c'est véritablement un aperçu sur l'islam, l'histoire de l'islam en France. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours regarder votre émission sur le site France.tv. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et ceux qui vous entourent. À dimanche prochain. Au revoir.